BFM Business, Intégral Placement, l'œil du stratège. Et notre stratège du jour, c'est Pierre Sabatier. Bonjour Pierre. Bonjour. Merci de nous avoir rejoints. Vous êtes patron du cabinet indépendant de recherche économique et financière PrimeView. Votre sentiment quand vous voyez ce marché qui, certes, a choisi d'opter pour la hausse, mais qui reste très plat en matière de volume. Les investisseurs ont déjà tous rejoint leur lieu de vacances ou... Effectivement, avec le retour du soleil et de la chaleur, on a l'impression, et les volumes le confirment d'ailleurs, que les investisseurs sont un petit peu moins présents, un petit peu moins proactifs sur le marché. La dernière fois qu'on s'est vu, on avait évoqué, je crois que c'était mi-juin, le besoin des marchés, qu'ils soient américains ou européens, de corriger, parce qu'on avait accumulé en fait une phase de hausse qui était conséquente. Elle a eu lieu, 5% aux États-Unis, un peu plus de 10% en Europe. Donc concrètement, ça a, on va dire, purgé les excès qu'on avait accumulés jusque-là. Donc les marchés ont entamé un rebond, les investisseurs n'ont pas eu de mal à se convaincre, poussés par les discours en gros market friendly de la part de tous les banquiers centraux. Je dirais que c'est la vraie différence entre le mois de juillet et le mois de juin. C'est qu'au mois de juin, on va dire, les banquiers centraux ont un petit peu soufflé le froid. Au mois de juillet, ils soufflent un peu plus le chaud, et les investisseurs étant complètement aujourd'hui déterminés et conditionnés par les discours des banquiers centraux qui indiquent l'avenir pour les politiques monétaires, qui est en gros le seul pilier, le véritable pilier des marchés actions, pousse les marchés légèrement vers le haut, tout en sachant qu'à notre sens, on reste, vous savez, nos scénarios, notre environnement de marché a évolué. Aujourd'hui, on pense que les marchés sont plafonnés aux alentours en fait, des plus hauts qu'ils ont connus au cours du premier semestre. N'empêche que vous dites des discours marché-friendly de la part des banques centrales. C'est vrai, mais il y a aussi des incertitudes qui naissent de ces discours-là. Et on l'a vu notamment avec une forte problématique sur les taux. Et presque la Fed qui s'inquiète du discours, du scénario de remontée des taux courts. Notre lecture de l'évolution du discours de Bernanke, c'est véritablement celui-ci. Il teste les marchés, et les investisseurs. Lance un petit ballon d'essai. Voilà, exactement. Ça fait des années aujourd'hui qu'on alimente les marchés actions notamment et l'ensemble des marchés financiers par de l'hyperliquidité. Donc qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on estime nécessaire d'en sortir à horizon lointain, Personne ne croit que les taux d'intérêt américains, les taux directeurs américains vont remonter avant mi-2014 et même peut-être 2015. Donc la réalité, c'est que ça va se produire relativement de manière assez lointaine. Par contre, le président de la Réserve fédérale teste le marché pour voir comment ça peut influer sur les taux d'une part et sur les marchés actions d'autre part. Il est clair que des taux américains qui sont passés quasi en ligne droite en 2 mois ont pris 1%, 100 points de base et qui ont atteint près de 2,75%, vont jouer, je dirais, une corde de rappel. C'est-à-dire l'économie américaine va mieux, est en expansion. On est globalement sur une croissance modérée. Ça fait maintenant quelques trimestres qu'on est sur une croissance modérée, autour de 2%. Il ne faut pas espérer plus. Si les taux continuent à monter, il faudra même sans doute espérer moins. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire globalement, il est peu probable que la Réserve fédérale se mette à avoir un discours réellement agressif dans les mois qui viennent, parce qu'à chaque fois qu'elle aura un discours agressif, ça fera monter les taux, ça fera craindre à l'ensemble des investisseurs un krach obligataire qui tout de suite va ramener la Réserve fédérale à la réalité. La réalité, c'est quoi ? C'est une économie américaine qui commence à purger ses excès passés, mais qui aujourd'hui affiche un potentiel de croissance qui est quand même très limité. Donc, c'est à peu près sous contrôle. Malgré tout, on a des acteurs, et pas des moindres du marché, notamment de ce marché obligataire, qui nous disent « Attention, on se souvient en juin, c'était Pimco, rien que lui, qui nous disait « L'été pourrait être difficile sur le marché de la dette ». Et au cours des dernières heures, c'est Philippe de Sertine qui nous dit « Attention, un krach n'est pas à exclure sur ce marché de la dette ». Il faut vraiment être prudent ou inquiet de ce marché de la dette ? Il faut être inquiet à long terme. À court terme, j'y crois pas beaucoup. Pourquoi ? Parce que, imaginez-vous, et on va faire un petit exercice. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'une économie ? Une économie, ce sont des ménages et des entreprises. Est-ce que vous croyez sincèrement que les ménages et les entreprises sont capables de vivre avec des taux d'intérêt, un coût du capital plus élevé qu'il n'est aujourd'hui ? La réponse est clairement non. La précarité des agents privés, y compris aux États-Unis, des ménages, je rappelle que le taux d'épargne des ménages américains reste extrêmement faible, proche de 0% aujourd'hui. Donc les agents privés dans le monde des pays industrialisés ne sont pas capables de supporter un coût du capital plus élevé. C'est pour ça que je dis systématiquement que la hausse des taux d'intérêt n'est pas durable. En tout cas, elle ne peut pas dépasser un certain niveau, parce que immédiatement, si elle dépasse
on va dire les 3%, elle va faire retomber les économies en récession. Et là, immédiatement, du coup, les taux rebaisseront et les banques centrales redeviendront... C'est mécanique. C'est mécanique. Aujourd'hui, imaginer un krach obligataire, c'est imaginer la fin du monde. Parce qu'au niveau des dettes, des dettes globales, dettes publiques et dettes privées, qui restent présentes, je rappelle qu'il n'y a que les États-Unis qui arrivent à baisser un petit peu leur dette totale, tous les autres pays, année après année, accumulent de la dette, lorsqu'on fait la somme de la dette privée et de la dette publique. Donc on n'a jamais été aussi sensible finalement à la variable taux, donc laisser les taux monter signifierait se suicider. Je ne crois pas aujourd'hui que les banques centrales soient prêtes à cela et surtout que nos économies soient capables de le supporter. Donc bien sûr c'est un énorme danger, un danger qui à mon sens est beaucoup plus lointain qu'on l'envisage aujourd'hui, et donc à court terme je ne pense pas que les taux puissent remonter bien au-delà des 3% aux États-Unis. Et en Europe, ils remonteront en suivant, mais pas énormément non plus, parce que l'économie européenne aujourd'hui n'est pas dans l'état de l'économie américaine, à savoir qu'elle patauge. Vous avez évoqué le discours des banquiers centraux et donc celui de Mario Draghi, mais sur notre situation européenne, il n'y a pas que Mario Draghi qui est à la manœuvre, il y a, j'allais presque dire, hélas aussi nos politiques, l'Eurogroupe. Alors, ils viennent de donner une énième rallonge à la Grèce, on ne va peut-être pas s'appesantir là-dessus, mais plutôt s'intéresser au message qu'envoient nos dirigeants au sens large, BCE et Eurogroupe compris, en ce début d'été. C'est quoi ? C'est on veut un été calme, il faut tenir, peut-être pas l'été, mais enfin, il faut tenir jusqu'au résultat de l'élection allemande ? Alors, pour une fois, l'expression jamais 203 va peut-être pas se vérifier. Je rappelle, l'été 2011 a été dur, douloureux pour les investisseurs, mais aussi pour les politiques. L'été 2012 aussi, sauvé par Mario Draghi le 24 juillet. Il est probable qu'aujourd'hui, les Européens orchestrent une communication un peu plus habile, à savoir effectivement, on essaye d'apaiser plus que de mettre de l'huile sur le feu, parce que la réalité des chiffres est relativement sévère et les chiffres qui nous arrivent. Encore ce matin, dans votre journal, vous évoquiez des sommets pour les taux de défaillance en France pour les entreprises. Ça, c'est la réalité économique. Et puis des chiffres allemands, par exemple, qui n'ont rien de réjouissant. Absolument. Et bien entendu, les chiffres d'Europe du Sud, parce que beaucoup de gens vous disent on atteint un point bas en Europe du Sud, mais pour l'instant, les chiffres, notamment les chiffres en provenant des finances publiques, là encore, n'atteignent pas les objectifs qui ont été prédéterminés. Donc la réalité économique est difficile. Elle reste difficile, elle va rester difficile en Europe, pour une raison simple, en deux mots. Les pays d'Europe du Sud sont dans une impasse parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on voit d'ailleurs des taux de chômage en Espagne ou en Grèce qui atteignent des niveaux stratosphériques, la réalité c'est quoi ? C'est qu'en fait en Espagne, vous n'avez pas 27% de taux de chômage. Qu'est-ce qui se passe lorsque les agents privés, que sont les ménages et les entreprises, jugent que l'État ne défend plus ses intérêts particuliers ? Eh bien, les agents privés, puisque l'État n'est que la mutualisation, une circonvolution de leur désir, un choix de mutualisation d'un certain nombre de prises en charge, lorsqu'on juge que l'État ne défend plus ses intérêts particuliers, les agents privés s'en détournent. C'est ce qui se passe en Espagne, où vous avez une économie noire qui explose. L'essentiel des échanges se fait via du cash. Pourquoi ? Parce que aujourd'hui, les Espagnols jugent que l'État ne se mesure plus et ça ne se... Absolument. Donc on est dans une impasse et c'est la raison pour laquelle il est difficile d'imaginer réellement des rebonds qui soient sensibles, on va dire, au second semestre, qui permettrait à ces pays de s'en sortir facialement, parce que derrière il y a un autre pendant qui est positif, c'est-à-dire que si je vous dis l'économie noire repart, c'est-à-dire que les ménages bougent, c'est-à-dire qu'ils essayent de s'en sortir quelle que soit la manière, et malheureusement ça peut parfois se passer hors des sentiers battus. Et voilà. Un petit mot tout de même des entreprises, on a vu l'ouverture de la saison avec Alcoa. Vous vous attendez à quoi sur cette saison du second trimestre ou du premier semestre, selon ? En Europe, ça risque d'être difficile probablement au regard de la quand même faiblesse de la conjoncture au premier semestre en général. Aux États-Unis, sans doute, ce qu'il va falloir regarder, c'est l'expansion ou non des chiffres d'affaires. Vous avez vu qu'on a quelques prémices de rebond de la consommation aux États-Unis. Ça devrait commencer à se voir sur les chiffres d'affaires, et c'est nécessaire. Pourquoi c'est nécessaire ? Parce que les taux de marge aujourd'hui affichés par les entreprises américaines sont au top historique. On est au-delà des chiffres atteints en 2006-2007. Ça veut dire quand on est au top et qu'on regarde ce qui fait les taux de marge, à savoir un chiffre d'affaires et ensuite une consommation des matières premières, du coût du capital et de la masse salariale, elles ne peuvent pas beaucoup monter. Ça veut dire que si on veut que les profits des entreprises américaines continuent de monter, il faut que ça passera par une expansion des chiffres d'affaires. Donc il va falloir regarder si les chiffres d'affaires bougent ou pas. S'ils ne bougent pas, ça sera probablement un catalyseur pour une décrue un peu plus sensible des marchés actions américains que nous estimons quand même, là encore aujourd'hui, à des niveaux relativement chers. La baisse de 5% qui a eu lieu à partir du mi-juin ne nous semble pas encore suffisante pour redevenir réellement optimiste sur le marché américain. Il est probable que dans les semaines à venir, au regard d'ailleurs des résultats des entreprises, le S&P 500 corrige un peu plus.
Prudence donc et méfiance parfois. Merci beaucoup Pierre Sabatier, PrimeView, avec nous régulièrement pour commenter ces marchés financiers au sens large.